Chaque année dans le monde, des milliards de personnes appuient sur une même pédale, sans imaginer qu'elle les tuait lentement pendant des décennies. Ce qui devait sauver des vies empoisonnait l'air en silence. Pourquoi un matériau jugé idéal a-t-il disparu presque du jour au lendemain? Et par quoi l'a-t-on remplacé? Il existe un détail dont les publicités pour plaquettes de frein ne parlent jamais. Mais c'est lui qui décide si la voiture s'arrêtera à la seconde décisive. Aujourd'hui, ces garnitures résistent à l'enfer, ne fument plus et ne laissent presque aucune trace. Mais le chemin jusqu'ici fut mortel. Restez avec nous et vous découvrirez quels composants cachés a jadis coûté des millions de vies et pourquoi les usines modernes protègent leurs recettes comme un secret d'État. Dans les années 1920, toutes les plaquettes contenaient de l'amiante, des fibres capables de résister à 800 degrés Celsius sans s'user. Mais chaque pression sur la pédale libérait dans l'air des microns de poison qui se déposaient dans les poumons des conducteurs et des passants. Jusqu'aux années 1990, l'amiante a tué des millions de personnes, cancer du poumon, mésothéliome. L'Europe fut la première à l'interdire en 1998. Les fabricants se sont précipités pour trouver un substitut, des mélanges organiques à base de caoutchouc, de verre et de fibres métalliques. Les premières plaquettes sans amiante freinaient moins bien, surchauffaient à 400 degrés et lâchaient le disque. Mais c'était un début. Aujourd'hui, le summum, ce sont les composites céramiques. La base, de la céramique à partir de nitrure de silicium et de carbure de silicium, mélangés à des fibres de cuivre pour l'évacuation thermique. Le matériau résiste à 650 degrés sans déformation, ne grince pas et ne s'effrite pas. La céramique représente 40 à 50% de la masse, renforcée par des fibres d'acier pour la solidité. À 500 degrés, les plaquettes ordinaires fument, les céramiques restent de froide comme la glace. Dans ce grand atelier, naît ce qui sauvera votre vie sur la route. La fabrication de plaquettes céramiques n'est pas un simple mélange de poudre et d'huile, mais une science exacte faite de pression, de feu et de machines de haute précision. Chaque garniture de 200 grammes doit résister à 600 degrés d'enfer, sans se désagréger ni lâcher le disque. Découvrons le processus étape par étape, de la matière première au kit complet. Tout commence dans les silos à poudre. L'ingrédient principal, la céramique, c'est-à-dire le nitrure de silicium et le carbure de silicium, une poudre blanche dure comme le diamant. On ajoute des fibres de cuivre pour l'évacuation thermique, des filaments fins comme un cheveu, du graphite pour un grip souple, du verre armé pour la résistance, du sulfate de barium pour la stabilité à haute température. Chaque recette est un secret d'usine, comme la formule du Coca-Cola. Dans des malaxeurs géants de 2000 litres, les poudres sont versées selon des proportions précises. On y ajoute un lubrifiant liquide à base de cire, 5 ou 7% du poids total. Le malaxeur tourne 30 minutes à 50 tours par minute, transformant la poudre sèche en une pâte humide et homogène, comme une pâte à pain. La température est maintenue à 40 degrés pour que le lubrifiant ne fige pas. Résultat, une pâte crue de 500 kg, prête à être façonnée. La masse passe ensuite dans une presse rotative, une machine d'une force de 20 tonnes. Dans un moule métallique de 150 mm sur 60 sur 15, on verse 250 g de mélange. La plaque supérieure s'abaisse avec une pression de 2000 kg par centimètre carré. C'est comme placer un char d'assaut dans la paume de votre main. En 10 secondes, la pâte se comprime en une ébauche verte monolithique de 18 mm d'épaisseur. La pression expulse tout l'air, créant une densité de 2,8 g par centimètre cube. La presse fonctionne en cycle, 60 ébauches par heure.
Chacune ressort parfaitement lisse, avec une surface de friction inclinée à 5 degrés pour un meilleur contact avec le disque. L'ébauche est encore fragile, comme du fromage frais, mais possède déjà la forme de la future garniture. L'étape la plus cruciale, le frittage. Les ébauches vertes sont disposées sur des plateaux en acier, à raison de 50 pièces, puis glissées dans un four-tunnel de 30 mètres de long. La température augmente progressivement. Au pic de chauffe, 4 heures plus tard, la céramique fond, les fibres de cuivre se soudent, le graphite cristallise. Fritage total, 12 heures. Les plaquettes finies, monolithes gris argentés, partent au contrôle. Un scanner laser vérifie les cotes au centième de millimètre près. Les ultrasons détectent la densité et les fissures. 2% sont rebutés. Ensuite, rectification. La machine enlève un demi-millimètre de surface de friction pour une géométrie parfaite. Les bords sont arrondis par rayon pour éviter les grincements. On applique un revêtement protecteur, une fine couche de disulfure de molybdène pour un premier freinage en douceur. Marquage au laser, assemblage du kit, 4 plaquettes, plus ressort, plus cale. L'épreuve finale, le banc d'essai. La plaquette est pressée contre un disque tournant à 2000 tours par minute pendant 200 cycles. Accélération-freinage brutale jusqu'à 6000 degrés. On vérifie l'usure, les grincements, la poussière. Les céramiques passent sans fumée, les métalliques crissent. Une plaquette finie s'usant 50 000 km. C'est une usure normale. En conduite agressive, elle s'use en 30 000 km. Le marché américain fonctionne avec 131 entreprises, dont le nombre a diminué de 0,6% ces dernières années en raison de l'automatisation. La production est liée à l'industrie automobile. La croissance des ventes de voitures stimule la demande, notamment pour le remplacement des plaquettes sur les camions et les véhicules légers. Tendance clé, transition vers des matériaux écologiques sans cuivre. La Californie l'a limité à 0,5% depuis 2025, réduisant ainsi la pollution de 28% dans l'État. Les importations sont importantes, mais les tarifs douaniers influencent la production locale. Les leaders sont le sud des États-Unis, à savoir le Texas, l'Alabama, le Tennessee, avec leurs usines Ford et GM. Le marché européen des plaquettes de frein affiche une croissance stable, avec un taux moyen annuel de 4,7% jusqu'en 2028. En Allemagne, leader du marché, le volume atteindra près de 320 millions de dollars d'ici 2028. La France progresse de 5,5% par an, le Royaume-Uni de 3,8%. Les plaquettes métalliques restent populaires et représentent 25% du marché de l'Union européenne, car elles sont économiques pour les camions et les Porsche. Mais leur poussière pose problème. L'acier et le cuivre se déposent sur les routes, finissent dans l'eau et nos poumons. La céramique réduit les émissions de 80% par rapport à ses semi-métalliques. Outre les plaquettes d'amiante et métalliques, on a tenté la piste organique. Ces plaquettes datent des années 2000, premier remplacement massif de l'amiante. Base, caoutchouc synthétique, fibres de verre pour l'armature, Kevlar, ou fibres aramides pour la solidité, plus sulfate de barium et graphite. Cette composition souple offrait une morsure silencieuse, peu de poussière, épargnait les disques. Mais à 550 degrés, elles perdent 30% de leur efficacité, parfait pour un usage quotidien, mais inadapté à la compétition. Chaque année, on crée dans le monde des matériaux qui semblent fragiles, mais arrêtent les balles, supportent des températures infernales et survivent à l'espace.
Et le plus redoutable d'entre eux est né sous forme de tasse à thé. Comment se fait-il que la fine porcelaine chinoise, issue de la secrète capitale de la céramique, se soit transformée en blindage pour soldats et en cœur de réacteurs d'avion? Pourquoi cette substance qui se brise en tombant pulvérise-t-elle une balle en 1 milliseconde? Il existe un mécanisme caché dont on ne parle ni dans les musées ni dans les boutiques. Suivez cette vidéo jusqu'au bout. Vous découvrirez une vérité surprenante sur la céramique qui transforme les guerres, l'aviation et la notion même de résistance. D'abord, la porcelaine chinoise traditionnelle, reine de Jingdezhen, capitale de la céramique. L'argile y est particulière, du kaolin, pur aluminosilicate des montagnes, sans fer pour éviter le jaunissement. On la prélève, on la pulvérise, on la mélange au feldspath et à la roche argileuse. Le mélange, 50% de kaolin, 25% de feldspath, 25% de quartz, est broyé dans l'eau jusqu'à consistance crémeuse, filtré, pressé dans des moules. Les pièces glacées sèchent pendant des semaines car l'épaisseur doit rester inférieure à 5 mm, sans quoi elles se fissurent. Première cuisson à 870 degrés. Le biscuit, poreux comme du pain. Puis la glaçure, mélange de feldspath, de quartz, d'ocre, qu'on applique avant une deuxième cuisson à 1700 degrés dans des fours à bois pendant 12 heures. Le feu rugit, la température monte lentement, le quartz fond, comble les pores, la glaçure vitreuse étincelle comme un diamant. Le service obtenu est fin, translucide, teinte comme du cristal, résiste à l'eau bouillante 100 ans sans fissure. Les Chinois gardèrent le secret 1000 ans, les Européens l'imitèrent à Meissen en 1710, mais sans kaolin pur, le résultat était grisâtre. Aujourd'hui, Jingdezhen produit 500 000 tonnes par an, exportées vers 100 pays. Mais la porcelaine, c'est pour les tasses. La céramique technique, elle, sert au combat et à l'espace. La recette de base est similaire, mais les additifs changent tout. Blindage, carbure de silicium ou carbure de bore. Argile, plus silicium, plus carbone. Compression à 30 000 psi. Cuisson à 2538 degrés dans des fours sous vide. Résultat, des plaques de moins de 10 mm d'épaisseur. Dureté 9,5 sur l'échelle de Mohs. Densité 2,5 g par cm3, 2 fois plus légère que l'acier. Les balles sont stoppées ainsi. À l'impact, la céramique pulvérise le projectile en poussière. L'énergie est absorbée par un renfort composite en Kevlar ou en polyéthylène. Dans les gilets par balles, ESAPI, 6 kg de céramique encaissent près de 8 mm à 853 mètres. Dispersion du projectile à l'échelle du micron. L'armée américaine achète 2 millions de plaques par an, 300 $ pièce, mais ça sauve des vies. Pour les moteurs, céramique à base de zircone ou nitrure de silicium. Voici la turbine d'un turboréacteur. Gaz à 1640 degrés Celsius. Aube tournant à 50 000 tours par minute. Le métal fond, pas la céramique. Conductivité thermique 2 fois moindre. Oxydation minimale. Fabrication. Poudre de zirconium stabilisée à l'yttrium, granulée, pressée, fritée à haute température avec 30% de retrait. On obtient un monolithe sans joint. Dans certains moteurs, les aubes céramiques pèsent 30% de moins, durent plus longtemps. La NASA teste pour l'espace. Ça supporte 500 cycles de refroidissement et de réchauffement. Ou le carbure de silicium pour les pompes. Résistance totale à la corrosion dans les acides. Usure 50 fois moindre que l'acier. Le secret réside dans la transition de phase. Lors de la cuisson, l'argile se déshydrate. Les fondants fondent et lient les cristaux en une matrice. Les additifs.
Oxyde d'aluminium pour la dureté, magnésium pour la plasticité. L'impression 3D permet désormais de créer des formes complexes, pour les prothèses ou la protection thermique de SpaceX. Inconvénient, la fragilité. Ça tombe, ça casse. Mais le renfort par fibre agit comme un composite verre plastique. La Chine domine, 70% du kaolin mondial, 10 milliards de dollars d'exportation. En Europe, Ceramtech, Kyocera. Un fait marquant, la première ceinture de mitrailleuse en céramique des années 40 arrêtait près de 13 mm, mais trop lourde. Aujourd'hui, des boucliers ultra légers. La céramique pour blindage et moteur n'est pas l'invention d'un génie solitaire. C'est une évolution des guerres jusqu'à l'espace. Tout commence en 1918. Le major britannique Neville Monroe Hopkins remarque que l'acier recouvert d'une fine couche d'émail, autrement dit de céramique primitive, arrête mieux les balles que le métal nu. Testé pendant la Première Guerre mondiale, une révolution, car la céramique brise le projectile au lieu de le laisser passer. La véritable percée a lieu en 1936. Richard Cook, de Goodyear Aerospace, brevette le blindage céramique moderne, plaque d'oxyde d'aluminium ou mosaïque de carreaux sur fibre de verre d'oron. Le principe est simple. La céramique dure pulvérise la balle. L'énergie est absorbée par le support. Au Vietnam, en 1965, on l'attribue aux pilotes d'hélicoptères. Première utilisation au combat contre les armes légères. L'armée américaine a évolué vers l'ESAPI. Le carbure de bord, 2 fois plus léger que l'acier. La céramique sauve des vies. Plus d'1 million de plaques sont vendues chaque année dans le monde. Chacune en carbure de silicium ou de bore. 6 kg dans un gilet. La balle frappe, la céramique se fissure. Mais le Kevlar absorbe l'énergie. Le soldat survit. Et si je vous disais que le saphir est aussi une céramique? Du saphir synthétique, certes. Une fine poudre d'oxyde d'aluminium, la même que dans le corindon avec lequel on polit les diamants. On en fabrique du saphir artificiel, pas un joyau, mais un verre ultra résistant pour les viseurs et les blindages. Le procédé? Comme cuire un biscuit d'une dureté extrême à des températures infernales. D'abord, on tamise la poudre pure. On y ajoute 0,1% de magnésie pour la stabilité. Ensuite, l'essentiel, la méthode Kyropoulos ou Xokralski. On verse la poudre dans une nacelle de platine. On fait le vide. On chauffe jusqu'à 2050 degrés dans un four à éléments de molybdène. La température monte lentement, de 3 à 5 jours, jusqu'à ce que tout se transforme en lave translucide. Par le haut, on descend une graine, une tige monocristalline de saphir. On retire la graine très lentement, 1 ou 2 mm à l'heure seulement, en la faisant tourner comme une barbe à papa. Le bain fondu cristallise autour. Un cylindre se forme. On refroidit pendant 2 semaines, pour éviter qu'il ne se fissure sous le choc thermique. Le boule obtenu est transparent comme de l'eau, dureté 9 sur l'échelle de Mohs, résistance de 400 cassis en compression. On découpe au laser ou au disque diamanté, en plaques destinées aux viseurs de vision nocturne. Dans le M1 Abrams, les lentilles de saphir des viseurs résistent à 648 degrés lors d'une explosion. Et si je vous disais que l'éclat de votre voiture, de vos appareils électroménagers et même des gratte-ciel cache l'un des secrets les plus dangereux du monde chimique? Le métal que nous voyons chaque jour dans son reflet miroir commence son voyage dans les entrailles sales de la Terre et peut se transformer en une substance dont même les ingénieurs prennent la fuite. Pourquoi donc l'utilisons-nous encore en toute tranquillité? Et comment, à partir d'un minerai gris insignifiant, naît le légendaire éclat métallique? Regardez jusqu'à la fin, je vous révélerai un fait qui changera radicalement votre perception du chrome.
Le chrome est le véritable directeur artistique du monde chimique, une célébrité métallique qui adore l'attention et la brillance. C'est lui qui veille à ce que vos couverts ne se transforment pas en horreur rouillée et à ce que votre moto ait l'air tout juste sortie d'un atelier du futur. Un vrai dandy métallique, mais pour accéder à son essence élégante, il faut traverser tous les cercles de l'enfer industriel. Son nom d'ailleurs vient du grec chroma, qui signifie couleur. Et il porte bien son nom, car ses composés sont un véritable feu d'artifice. Du pigment jaune éclatant, dont on peignait autrefois les autobus scolaires, au vert intense utilisé dans les peintures. Il est littéralement le père de toutes les couleurs, tout en préférant arborer sa tenue blanc argenté, ultra tendance au lustre étincelant. C'est comme une célébrité qui dissimule, sous le fond de teint et les paillettes, le fait qu'au petit matin, elle ressemble à nous tous, grise et misérable, et que seul le travail acharné de l'industrie chimique en fait une star. Mais revenons à la poussière et au drame. Ce magnifique séducteur est l'enfant de l'haltérophilie. La plupart de ces gisements, un véritable trésor de minerais de chrome, sont cachés profondément dans les entrailles de la Terre. Et savez-vous qui est le principal fournisseur de cet éclat ? L'Afrique du Sud, mesdames et messieurs. C'est la véritable Mecque pour les amateurs de chrome, où des machines gigantesques, telles des dragons métalliques affamés, dévorent la roche. L'extraction de la chromite n'est pas une promenade de santé. C'est une affaire sale, gourmande en énergie et très sérieuse. Le chrome ne traîne pas en surface. Il exige qu'on descende jusqu'à lui, qu'on le creuse, qu'on le broie. Et ce n'est qu'ensuite qu'on commence à le persuader de livrer son éclat. Le minerai ne ressemble en rien au pare-choc polyphénal. Il est gris, rocailleux et, pour être honnête, absolument quelconque. C'est comme voir une star d'Hollywood sans maquillage, à peine sortie du lit. Un peu choquant, mais c'est la réalité. Après l'extraction commence le plus intéressant, la transformation du minerai en ferrochrome, un alliage de fer et de chrome, qui est la principale forme de transport du chrome pour l'industrie. Cela se fait dans d'immenses fours à arc électriques, où la température est si élevée qu'elle ferait s'évaporer jusqu'à votre rêve le plus audacieux. Le ferrochrome est une sorte de demi-produit de brillance, et il est absolument crucial pour créer ce qui rend notre vie confortable et esthétique, l'acier inoxydable. Et c'est ici que nous abordons le rôle le plus important de cet élément, son rôle de super-héros anti-corrosion. L'acier inoxydable, c'est essentiellement du fer qui s'est trouvé le gardien idéal. Et ce gardien, c'est précisément le chrome. Lorsque nous ajoutons du chrome au fer, le chrome, tel un véritable gentleman, monte à la surface de l'acier et forme une pellicule passive d'oxyde de chrome, extrêmement fine, invisible, mais incroyablement résistante. Cette pellicule est un bouclier véritablement invincible, qui se régénère instantanément si on l'égratigne. C'est comme disposer d'une réserve infinie de nanopansements, toujours prêts à intervenir. Grâce à cette pellicule, nos éviers de cuisine, nos instruments chirurgicaux, notre vaisselle et même des gratte-ciels entiers ne se couvrent pas de rouille hideuse. C'est là le travail essentiel du chrome, protéger le fer de son plus grand ennemi, et il le fait avec une telle facilité que nous ne remarquons même pas ses efforts. Il est si modeste lorsqu'il protège, mais si brillant lorsqu'il se met en valeur. Mais, comme toute star, le chrome cache un secret ténébreux. Et c'est là que nous enlevons nos lunettes roses, pour comprendre pourquoi la question de l'extraction est sérieuse. Dans sa forme la plus répandue et stable, le chrome possède un certain degré d'oxydation, et constitue généralement un oligo-élément sûr, voire nécessaire à notre alimentation. Mais lorsque le chrome décide de raviver sa jeunesse rebelle, et augmente son degré d'oxydation de 3 à 6, il se transforme en véritable méchant chimique, connu sous le nom de chrome hexavalent.
Ce personnage est toxique, cancérigène, et nous le connaissons grâce au drame hollywoodien sur Erin Brockovich, qui a lutté contre la pollution industrielle de l'eau par cet élément. Vous connaissez cette histoire? Dites-nous si elle vous a plu. Le chrome hexavalent n'est pas qu'une simple nuisance, c'est une menace réelle pour la santé des travailleurs dans l'industrie et pour l'environnement s'il n'est pas éliminé correctement. Il se forme dans certains procédés industriels, notamment lors du chauffage, et c'est là que l'éclat élégant bascule vers un versant très sombre. C'est pourquoi les ingénieurs chimistes et les écologues mènent une lutte constante pour que ce rebelle Pulse 6 reste sous contrôle strict et soit neutralisé en un Pulse 3 inoffensif, avant même de quitter l'enceinte de l'usine. C'est comme garder sous clé le membre le plus imprévisible de la famille pour qu'il ne gâche pas la fête familiale. Enfin, parlons de son rôle le plus brillant, celui de roi de la galvanoplastie. Le chromage électrolytique, ou comme on dit simplement chromage, est le procédé qui transforme un métal ordinaire en objet de luxe. Pensez aux poignées de porte, pare-chocs, jantes, tuyaux d'échappement, robinets de cuisine. Tout ce qui brille et reflète la lumière avec cet éclat métallique aristocratique. C'est une couche très fine, mais incroyablement dure de chrome, appliquée par méthode électrochimique. Il ne se contente pas d'offrir un aspect fantastique, il rend également la surface résistante aux rayures, à l'usure et bien entendu à la corrosion. Le processus de chromage est souvent assez salissant et complexe, nécessitant un contrôle extrêmement précis, mais le résultat en vaut la peine. Le chrome joue ici le rôle de revêtement brillant final, comme la touche ultime d'un artiste qui transforme son œuvre en chef-d'œuvre. Il s'attribue toute la gloire, alors qu'en dessous se cache parfois un simple cuivre ou nickel. C'est la façade métallique que tout le monde adore photographier. Voilà donc l'histoire du chrome. Il commence son voyage sous forme de minerai peu attrayant dans les entrailles chaudes et poussiéreuses d'Afrique du Sud, exige un processus de purification complexe et souvent dangereux pour abandonner ses habitudes toxiques. Et ce n'est qu'ensuite qu'il revêt son plus beau costume argenté pour devenir le protecteur et le roi de l'éclat dans votre quotidien. C'est grâce à lui que votre cafetière affiche un style moderne et que votre automobile étincelle au soleil. C'est un élément de contraste, extraction sale, finition élégante, mortellement toxique à +6, bénéfique à +3, protection invisible et éclat aveuglant. Et tout cela pour que nous puissions dire « Oh, regarde comme ça brille !» Alors, la prochaine fois que vous admirerez l'éclat du chrome, souvenez-vous de ce lointain début poussiéreux dans les mines, là où cet éclat est né. Chaque année, plus de 2 milliards de tonnes de béton armé sont coulées dans des bâtiments à travers le monde. Imaginez des ponts entiers qui s'effondrent parce que l'acier à l'intérieur rouille comme une voiture abandonnée sous la pluie. En Chine, plus de 500 000 ponts font face à cet ennemi silencieux, la corrosion. Si vous placiez tous les barres d'armature rouillées bout à bout, elles feraient 3 fois le tour de l'équateur. Comment un matériau transparent utilisé pour les planches de surf se transforme-t-il en colonne vertébrale des gratte-ciel? Comment la fibre de verre remplace-t-elle l'acier qui a dominé la construction pendant 150 ans? Restez jusqu'à la fin. Vous découvrirez pourquoi les armatures en fibre de verre sont plus résistantes que l'acier, tout en pesant 75% de moins. Et comment la Chine construit des infrastructures protégées contre la rouille qui dureront 300 ans.
L'histoire commence dans le Jiangsu, dans une usine qui s'étend sur 40 hectares, l'équivalent de 56 terrains de football. D'immenses machines de 12 mètres de haut dominent l'espace, semblables aux tours d'une ville futuriste. Imaginez des bâtiments qui produisent les matériaux pour d'autres bâtiments. L'air vibre du bourdonnement constant de milliers de bobines, qui tournent simultanément. Les fibres de verre sortent des fours à une température de 1600 degrés Celsius, plus chaud que la lave volcanique. Avec un sifflement aigu qui fend l'air, des fils plus fins qu'un cheveu humain se déroulent à une vitesse de 3000 mètres par minute. En produisant suffisamment de fibres chaque heure pour faire 2 fois le tour de la Terre. Ce n'est que le début. Ces fils invisibles se transformeront en une structure qui soutient des villes entières. Vient ensuite le bain de résine. D'énormes réservoirs de 15 mètres de long contiennent de la résine époxy, ce liquide doré qui s'écoule comme du miel épais. Les fibres de verre traversent ces réservoirs, créant des cascades brillantes qui reflètent les lumières industrielles, telles des rivières d'or en fusion. Le processus dégage un arôme chimique caractéristique, tandis que la résine adhère à chaque fibre microscopique. À température ambiante de 23 degrés, la viscosité est parfaite, ni trop fluide, ni trop épaisse. Des capteurs contrôlent chaque millimètre de revêtement avec une précision au micron près. Chaque seconde, 50 kg de résine sont consommés, enrobant les fibres. Cette quantité de matériaux suffit pour créer 1500 mètres de tiges finies. Avec un grondement sourd, les pompes maintiennent un flux constant, alimentant la transformation de fils fragiles en tiges incassables. Ensuite, les machines de tressage entrent en action. Des centaines de bobines tournent dans des motifs hypnotiques, comme un ballet mécanique d'une précision millimétrique. Les fibres imprégnées de résine s'entrelacent, formant des structures en spirale qui maximisent la résistance. Imaginez des tisserands robotiques, créant des muscles de verre. Le bruit est assourdissant. Un chœur de moteur synchronisé qui résonne dans la poitrine. Chaque machine produit un grondement continu, tandis que les bobines effectuent 3000 rotations par minute. Des nuages de vapeur s'élèvent lorsque les fibres humides passent à travers les rouleaux de compression, traitant suffisamment de matériaux par équipe pour construire 2 ponts complets. La tension appliquée est exactement de 85 kg par fibre, trop peu, et la barre sera faible, trop, et les fibres se rompront. La précision ici détermine si le bâtiment résistera à un tremblement de terre. Vient ensuite le four de durcissement, le cœur du processus. Les tiges pénètrent dans des tunnels de 25 mètres baignés de lumière infrarouge. À 180 degrés Celsius, les molécules de résine s'entrelacent chimiquement avec les fibres de verre. Ce processus, comparable à la cuisson du pain, mais au niveau moléculaire, forge cette résistance légendaire. Les tiges avancent lentement, restant exactement 12 minutes à l'intérieur du four. Des capteurs laser mesurent la température en 200 points différents chaque seconde. Si une section dévie de plus de 3 degrés, les alarmes retentissent immédiatement. Cette étape est critique car elle détermine si la tige durera 5 ans ou 500 ans. La polymérisation doit être parfaite. Chaque molécule de résine se lie à ses voisines dans un réseau tridimensionnel incassable. Imaginez ceci, des millions de chaînes moléculaires forment une armure invisible qui ne rouillera jamais. Après le durcissement, vient le système d'étirage. Des rouleaux géants de 3 mètres de diamètre, comme des roues de train, tirent les barres avec une force contrôlée de précisément 2000 kg. Le grincement rythmique des rouleaux marque le pouls de la production. À une température de 90 degrés, les barres sont encore malléables, mais possèdent déjà leur structure moléculaire définitive.
Les rouleaux impriment des textures de surface, des crêtes et des sillons qui permettent au béton d'adhérer parfaitement. Sans ces marques, les barres glisseraient dans le béton, comme des baguettes dans du beurre. Les barres sortent chaudes mais solides, refroidissant progressivement à l'air libre. Chaque minute, 40 mètres de barres finies sortent du système. C'est un balai industriel, où physique et chimie dansent en synchronisation. La moindre erreur et des mois de travaux de construction peuvent être perdus lorsque la structure cède. Vient ensuite la découpe de précision. Des scies diamantés industriels, tournant à 5000 tours par minute, coupent les barres continues en longueurs exactes. Le bruit est perçant, comme 1000 cristaux qui se brisent simultanément. Des étincelles oranges jaillissent en arcs lumineux lorsque le diamant mord le composite en fibre de verre. Cette étape est critique, car chaque barre doit mesurer exactement 6 mètres. Pas 1 centimètre de plus, pas un de moins, pour s'intégrer parfaitement dans les coffrages de construction. Des capteurs laser vérifient chaque coupe avec une précision au dixième de millimètre. À une cadence de 20 coupes par minute, il n'y a aucune place pour l'erreur humaine. Imaginez cela, des robots qui coupent avec une précision chirurgicale à l'échelle industrielle. Les barres tombent sur des convoyeurs souples, s'organisant automatiquement en paquets de 50 unités. Chaque paquet représente l'armature pour 3 étages d'un bâtiment résidentiel. Après la découpe, vient le contrôle qualité finale. Chaque tige passe dans des machines de test qui appliquent jusqu'à 12 tonnes de force de traction, l'équivalent du poids de 2 éléphants d'Afrique adultes tirant dans des directions opposées. Les véritables tiges en fibre de verre ne fléchissent même pas sous cette pression extrême. Des caméras haute vitesse capturent 1000 images par seconde, détectant la moindre imperfection microscopique en surface. Des rayons X pénètrent le matériau, vérifiant la répartition uniforme des fibres, comme des radiographies médicales, mais pour les matériaux de construction. À température ambiante de 20 degrés, les propriétés doivent être parfaites. Cette étape est critique, car une seule tige défectueuse dans un pont peut provoquer un effondrement catastrophique. Celles qui échouent sont rejetées, moins d'1% du total. Les tiges approuvées reçoivent des codes QR gravés au laser, qui tracent chaque détail de leur fabrication. Cela n'a pas toujours été aussi avancé. Encore en 1950, lorsque les premiers ponts modernes de Chine étaient reconstruits, l'acier était le seul matériau disponible. Ces structures ont commencé à rouiller au bout de 10 ans. L'humidité et le sel attaquaient sans relâche. L'effondrement du pont de Qijiang en 1999 a coûté la vie à 40 personnes lorsque les barres d'acier corrodées ont cédé. La percée est survenue lorsque des ingénieurs de Shanghai ont découvert en 2005 que la fibre de verre, utilisée dans les yachts, pouvait renforcer le béton mieux que l'acier. Les premiers ponts pilotes ont dépassé toutes les attentes. Après 15 ans, dans des environnements marins hostiles, zéro corrosion. Les essais ont montré que, tandis que l'acier perd 40% de sa résistance en 30 ans, la fibre de verre conserve 95%. Aujourd'hui, plus de 3000 ponts chinois utilisent exclusivement des armatures en fibre de verre. La technologie, qui a débuté dans un laboratoire universitaire, protège désormais des millions de vies chaque jour. Les émissions de carbone sont réduites de 32% par rapport à la production d'acier traditionnel, l'équivalent de retirer 3 millions de voitures de la circulation chaque année. L'énergie nécessaire est inférieure de 60%, car il n'y a pas besoin de four géant à 2000 degrés comme l'exige l'acier.
L'industrie économise plus de 22 milliards de dollars par an en frais de maintenance. Les ponts avec armature en acier nécessitent des réparations tous les 15 ans, mais ceux en fibre de verre restent intacts pendant 300 ans. Les coûts initiaux de construction sont supérieurs de 25%, mais les économies à long terme sont astronomiques. Alors, voici le secret promis. La fibre de verre possède une résistance à la traction supérieure de 70% à celle de l'acier, tout en ne pesant qu'un quart de son poids. Cela signifie que vous pouvez construire plus haut, plus long, plus audacieux, sans le poids mort qui limite l'acier. La conductivité thermique est quasiment nulle, donc elle ne se dilate ni ne se contracte avec la température. Adieu les fissures saisonnières qui détruisent les trottoirs. Des fibres microscopiques fondues à 1600 degrés jusqu'aux barres finies qui supportent des tonnes de pression, le cycle est bouclé. Rien ne disparaît, tout se transforme en infrastructure qui défie le temps lui-même. Chaque heure, au cœur des fjords norvégiens, naît 23 tonnes d'un matériau qui change l'avenir de la planète. Une pierre ordinaire se transforme en quelque chose d'incroyable. 1 kilogramme alimente 500 maisons toute une année. Imaginez, 200 000 tonnes par an, c'est 30 tours Eiffel de silicium pur. Mais voici l'énigme. Comment, à partir du quartz ordinaire, jeté dans l'enfer de 2000 degrés Celsius, plus chaud que la lave d'un volcan, naît une technologie de pureté 6-9, où sur 1 million d'atomes, un seul est en trop. Ici se cache un secret dont on ne parle pas. Pourquoi précisément la Norvège est-elle une superpuissance du silicium? Pourquoi le panneau rend-il son énergie en 2 ans, mais fonctionne 30 ans, générant 95% de sa vie en positif? Et surtout, que se passera-t-il quand vous découvrirez le processus secret de transformation de la pierre en soleil fondu? Restez jusqu'à la fin, je révélerai comment l'eau et le feu créent une énergie infinie et pourquoi cela changera tout ce que vous saviez sur les panneaux solaires. Tout commence non pas avec le sable de plage, mais avec son grand frère, le quartz. C'est l'un des minéraux les plus répandus sur Terre. Mais pour notre objectif, il ne faut pas n'importe lequel, mais un quartz d'une pureté incroyable. On l'extrait dans des carrières, et ces pierres blanches brillantes sont essentiellement du dioxyde de silicium figé. Avant d'arriver au four, il passe par un casting rigoureux. On le broie, on le lave et on le trie, en éliminant toutes les impuretés. C'est comme tamiser de la farine pour le gâteau le plus délicat, car toute particule étrangère peut devenir un poison pour le futur panneau solaire. Et voici ce quartz parfaitement pur, blanc comme la neige sur les sommets des fjords, prêt à rencontrer le feu. Et maintenant, préparez-vous au véritable enfer. Le quartz pur, avec d'autres matériaux carbonés comme le charbon et les copeaux de bois, est chargé dans un four à arc électrique géant. C'est comme un énorme chaudron, à l'intérieur duquel descendent 3 électrodes massives en graphite. Quand on fournit le courant, un arc électrique jaillit entre elles, et la température à l'intérieur monte instantanément à 2000 degrés Celsius absolument infernaux. C'est plus chaud que la lave d'un volcan. À cette température se produit un miracle chimique. Le carbone du charbon et des copeaux arrache littéralement l'oxygène du quartz, libérant du silicium pur liquide. Dans le four bouillonne et tourbillonne une rivière aveuglante, blanc doré, de soleil fondu. Ce processus est incroyablement énergivore, et c'est précisément pourquoi ces usines sont situées ici, en Norvège, où elles s'alimentent d'énergie pure et bon marché
provenant d'innombrables centrales hydroélectriques. C'est une symbiose unique de l'eau et du feu. Une fois toutes les quelques heures, dans un grondement et une fontaine d'étincelles, le silicium liquide incandescent est versé dans d'énormes cuves, où il commence à refroidir lentement. Mais ce n'est pas encore le silicium nécessaire pour les panneaux solaires. C'est ce qu'on appelle le silicium métallurgique, avec une pureté d'environ 98%. Il est trop sale. Pour devenir le cœur d'un panneau solaire, sa pureté doit être portée à l'incroyable niveau de Si9. Cela signifie que sur 1 million d'atomes de silicium, il ne peut y avoir qu'un seul atome d'impureté. Comment atteindre une telle pureté cosmique? Le silicium refroidi est broyé et traité avec des acides pour éliminer les impuretés. Ensuite, on le transforme en gaz, le trichlorosilane, qui est ensuite distillé plusieurs fois, comme l'alcool le plus cher, en séparant le gaz parfaitement pur de toutes les molécules étrangères. Et maintenant, de ce gaz parfaitement pur naît le cristal. Dans des installations de croissance spéciale, ce gaz se dépose sur des tiges de silicium incandescentes et atome par atome, couche par couche, pendant de nombreuses heures, grandit un monocristal géant et parfait de silicium, appelé lingot. C'est une véritable œuvre d'art, absolument homogène, sans aucun défaut dans le réseau cristallin. Ce lingot précieux, ressemblant à un miroir noir, est prêt pour la transformation finale. On l'envoie à la découpe. La scie la plus précise n'est pas un disque, mais le fil d'acier le plus fin, recouvert de poussière de diamant, tendu dans un cadre. Ce fil se déplace d'avant en arrière, et comme un trancheur parfait de fromage, lentement, couche par couche, il coupe le lingot de silicium dur comme la pierre en centaines de plaques ultra fines appelées wafers. Chaque plaque ne fait que 200 microns d'épaisseur. C'est l'épaisseur de 2 cheveux humains. Ce sont précisément ces petits carrés fragiles et brillants qui sont le cœur du futur panneau solaire. Ils iront dans d'autres usines du monde entier, où on les traitera, on appliquera des contacts dessus et on les assemblera en panneaux bleus que nous connaissons. Et c'est ici que se cache la vraie magie, exprimée en chiffres. Un seul kilogramme de ce silicium, né ici dans les fjords froids, devenu partie de panneaux solaires, produira au cours de sa vie suffisamment d'électricité propre pour alimenter 500 maisons moyennes pendant toute une année. Réfléchissez-y. Un kilogramme de pierre, transformé par le feu et l'eau, alimente un village entier. Ce n'est pas simplement de la production, c'est un investissement dans l'avenir. C'est la preuve que même dans les coins les plus froids et les plus sombres de la planète peut naître une technologie qui offre au monde l'énergie propre et infinie du soleil. Et cette tendance est inarrêtable. L'énergie solaire est notre nouvelle réalité. Et son chemin commence précisément ici, dans le cœur rugissant des montagnes norvégiennes. Nous parlions de 200 000 tonnes de silicium par an. Ce chiffre est tellement énorme qu'il est difficile de l'imaginer. Essayons. Le poids des structures métalliques de la Tour Eiffel est de presque 7300 tonnes. Cela signifie qu'en un an, ces usines produisent suffisamment de silicium pour construire presque 30 tours pareilles. Cette quantité énorme représente une part significative de tout le polysilicium de haute pureté produit dans le monde occidental, faisant de la Norvège une véritable superpuissance du silicium. Pour produire 1 kg de ce matériau, il faut dépenser 60 kWh d'électricité. C'est plus que ce qu'une famille moyenne en Europe utilise en une semaine. Et c'est précisément pour cela que ces usines sont ici, en Norvège. Elles s'alimentent à presque 100% d'énergie propre, provenant d'innombrables centrales hydroélectriques
qui utilise la force des rivières de montagne et des cascades. Cela fait du silicium, produit ici l'un des plus verts au monde. Mais le plus important, c'est le retour sur investissement. Nous disions qu'un kilogramme de silicium peut fournir de l'énergie à 500 maisons pendant 1 an. Mais voici le chiffre encore plus génial. Un panneau solaire fabriqué avec ce silicium rend toute l'énergie dépensée pour sa création en seulement 1 à 2 ans. Et il fonctionnera de 25 à 30 ans. Cela signifie que plus de 95% de sa vie, il travaille en pur positif, générant une énergie absolument propre. C'est l'un des meilleurs investissements énergétiques qui existent. Les Norvégiens ne laisseront personne polluer comme ça leurs fjords. Les normes environnementales pour de telles usines sont parmi les plus strictes de la planète. Les émissions sont soigneusement filtrées, les déchets sont recyclés. Les usines travaillent constamment à réduire leur empreinte carbone. Donc, bien que ce soit une industrie lourde, les habitants locaux savent qu'elle fonctionne avec les technologies les plus propres possibles. Chaque heure, quelque part dans le monde, une pièce métallique de plus de 50 tonnes est usinée. Et une seule erreur microscopique peut provoquer une catastrophe à plusieurs millions d'euros. Imaginez un vilebrequin long comme un bus, qui doit résister à 1 milliard de cycles d'explosion. Ou un bloc-cylindre, où une erreur de l'épaisseur d'un cheveu signifie la mise au rebut d'un géant de plusieurs tonnes. Mais voici le secret. Comment les ingénieurs atteignent-ils une précision au micron quand ils usinent des pièces plus lourdes qu'un char d'assaut? Que se passe-t-il dans cette salle secrète de contrôle qualité, où l'ordinateur mesure des milliers de points et peut tout arrêter? Et surtout, restez jusqu'à la fin, car je vais vous montrer l'opération finale, celle où un seul petit défaut transforme des mois de travail en ferraille. C'est une production où chaque millimètre est une question de vie ou de mort pour le moteur. Prêt à plonger dans les coulisses. La première chose qui frappe dans cette usine, c'est l'échelle. Oubliez les moteurs automobiles classiques. Tenez par exemple ce bloc-cylindre. Son poids peut atteindre des dizaines de tonnes. Ce n'est pas une simple coulée, mais une œuvre complexe, multicouche, qui exige des aciers ou des fontes spéciales, capables de résister à des charges, des températures et des pressions incroyables. Et voici le vilebrequin. Sur les gros moteurs, il peut mesurer la longueur d'un petit bus et peser tout autant. Cet élément est sans doute le plus critique. Il doit encaisser la force explosive de la combustion et la transformer en mouvement rotatif. Ces ébauches arrivent souvent sous forme de puissantes pièces forgées, où chaque kilo de métal a déjà son histoire. Le processus démarre par le contrôle d'entrée. Les spécialistes vérifient la composition chimique, l'absence de défauts internes, grâce aux ultrasons, et aux installations radiographiques. Car le moindre défaut caché dans une pièce aussi massive peut provoquer une catastrophe en exploitation. C'est comme un bilan de santé pour un géant d'acier. Ce n'est qu'après cet examen minutieux que l'ébauche reçoit son autorisation d'entrer dans l'atelier d'usinage. Pour déplacer ces ébauches, il faut une sacrée puissance. L'atelier est donc équipé de ponts roulants capables de soulever des charges qui dépassent le poids de la plupart des machines-outils classiques. Installer la pièce sur le centre d'usinage, c'est une opération de précision qui demande coordination et expérience. C'est la première étape de la transformation du métal en puissance. Maintenant, on passe au cœur de l'atelier, la zone d'usinage du bloc-cylindre. C'est ici que règne l'usinage multi-axe. Devant vous, un centre d'usinage à portique. Il ressemble plus à une petite maison qu'à une machine-outil.
Ces broches, équipées de plaquettes ultra dures, peuvent enlever jusqu'à plusieurs centaines de kilos de métal par heure. Première opération, l'ébauche. L'objectif, retirer les surépaisseurs, éliminer les défauts de surface de la coulée et donner à la pièce sa géométrie de base. Ici, la vitesse et l'agressivité de la coupe sont impressionnantes. Les flots de copeaux brûlants témoignent de l'énergie dépensée pour cette transformation. Mais la vraie magie commence après, à l'étape de la finition. Vous vous souvenez, on parlait de précision? Pour les moteurs diesel, la géométrie parfaite des cylindres est absolument critique. On y parvient grâce à l'alésage et au rodage. L'alésage, c'est la formation des alaisages de cylindres, avec une précision au micron. La moindre erreur de géométrie entraîne une usure irrégulière, une perte de compression et la panne du moteur. Et le rodage, c'est la touche finale. Un outil spécial avec des pierres abrasives crée sur la surface intérieure du cylindre un micro-relief, ce qu'on appelle la trame. Cette trame est indispensable pour retenir l'huile et assurer une lubrification parfaite des segments de piston. C'est littéralement un polissage au niveau moléculaire, qui garantit une durée de vie du moteur de plusieurs décennies. Ces machines fonctionnent sous un contrôle thermique strict. La moindre variation de température peut provoquer une déformation thermique de la pièce de plusieurs tonnes, et donc une perte de précision. L'atelier maintient donc un microclimat constant, et l'usinage peut durer des jours. Devant nous, le prochain héros, le vilebrequin. Cet élément travaille dans les conditions les plus extrêmes. Il doit avoir non seulement une résistance colossale, mais aussi un équilibrage parfait. Sa fabrication est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Le début, c'est l'usinage préliminaire des portées. Sur des tours fraiseuses spécialisées à commande numérique, on forme les portées de bielle et les portées principales. Vu le poids et la longueur de l'arbre, on utilise ici des systèmes de soutien uniques qui empêchent sa flexion et ses vibrations pendant l'usinage. L'étape clé, la rectification. Les portées de l'arbre doivent avoir une rugosité minimale, car c'est là qu'il y a frottement avec les paliers. Plus la surface est lisse, moins il y a de frottement, et plus le moteur dure longtemps. Pour cela, on utilise des rectifieuses cylindriques avec des capteurs ultra sensibles. Et maintenant, le plus important, le traitement thermique et le durcissement de surface. Après la rectification, les portées de l'arbre subissent une trempe par induction ou une nitruration. Qu'est-ce que ça apporte? Ça crée sur la surface de la portée une couche ultra dure, résistante à l'usure, tout en conservant la ténacité et la résistance du cœur de l'arbre. C'est nécessaire pour que l'arbre puisse résister à des milliards de cycles de charge. C'est comme une armure pour la partie la plus importante du moteur. L'étape finale, l'équilibrage. Vu la masse colossale, même un petit déséquilibre peut détruire le moteur. Donc, chaque vilebrequin passe par un équilibrage dynamique. Si la machine détecte un écart, des masses spéciales ou des perçages sont ajoutés ou retirés dans les parties de volant, jusqu'à ce que l'arbre soit parfaitement équilibré. C'est comme accorder un violon, sauf qu'au lieu de musique, on obtient une harmonie de rotation et de puissance. Comment atteindre une telle précision en travaillant avec de tels géants? La réponse se trouve dans l'outillage et le contrôle qualité. L'outil lui-même est un produit high-tech. Chaque outil de coupe, chaque fraise est équipée de plaquettes en carbure dur, voire en diamant synthétique. Ils doivent résister à des températures et des pressions de coupe colossales. Grâce à des revêtements spéciaux, la durée de vie de ces outils s'allonge et la qualité d'usinage reste constamment élevée.
Dans une salle d'outillage spéciale, on surveille en permanence leur état. On les réaffûte et on les remplace. Mais le plus important, c'est le contrôle qualité. Après chaque opération clé, la pièce subit une mesure minutieuse. Ici, ce sont les machines à mesurer tridimensionnelles qui nous aident. Ces machines, équipées de palpeurs haute précision et de scanners laser, peuvent mesurer jusqu'à 1000 points sur la surface de la pièce avec une précision de quelques micromètres. Elles créent une carte tridimensionnelle de la pièce et la comparent au modèle informatique parfait. Si l'erreur dépasse la tolérance, le processus s'arrête et la pièce repart pour correction. Ou, dans le pire des cas, elle est mise au rebut. Aucune pièce ne sort de l'atelier tant que l'ordinateur n'a pas donné le feu vert sur sa précision parfaite. Et voilà, quand tous les composants, blocs, vilebrequin, culasse, bielle, ont passé le contrôle strict et atteint la précision parfaite, ils sont prêts pour l'étape finale, l'assemblage. C'est un autre atelier où règne une propreté stérile. L'assemblage d'un tel moteur est un processus tout aussi précis que l'usinage. Toutes les pièces sont soigneusement lavées. On élimine même les résidus microscopiques de copeaux et de saleté. Les spécialistes utilisent des clés dynamométriques pour serrer des milliers de boulons avec un couple précisément défini. Une erreur de serrage sur la culasse, par exemple, peut provoquer une rupture de joint et la panne du moteur. Chaque étape d'assemblage est enregistrée et contrôlée par des systèmes électroniques.